Merci. Merci François. Donc je donne la parole à Ramen Azouzi, qui est professeur d'urologie à Angers, pour justement une des voies possibles de la thérapie focale, la photodynamique thérapie dans le cancer de prostate localisé. Bonsoir. Donc, merci Monsieur le Président, Secrétaire Général, Messieurs chers maîtres, m'inviter pour pouvoir présenter cette technique qui est en évaluation depuis quelques temps déjà. Donc nous ne pouvions pas rêver mieux que d'avoir les deux présentations de Pierre Moser et Pierre Connor pour introduire justement la thérapie focale par photothérapie laser, ce qu'on appelle VTP plus... On va passer ça. Donc ça, c'est une image d'une VTP sur un lobe droit. Donc les introductions ont été faites. Donc rapidement, concernant le cancer de la prostate, effectivement, les urologues ne peuvent pas nier qu'il y ait un surtraitement, puisque c'est une réalité quotidienne aujourd'hui. Et ce surtraitement-là, en fait, donc, dans les thérapies radicales, va impliquer des effets secondaires qui peuvent être une incontinence. Alors donc, quand on prend l'étude pivot, c'est 17,6% de troubles urinaires. Les troubles de l'érection sont au moins de 50%. Toxicité rectale pour la radiothérapie. Bien sûr, tout ça a un coût. Ça a le coût du traitement lui-même, de la prise en charge des effets secondaires et correspond à un surtraitement. Et je pense que ce qui a permis à l'assurance active de s'installer en France, c'est justement le fait qu'il y a eu des critiques très fortes, notamment par les médecins généralistes et par les médias, de ces surtraitements. Et donc, l'assurance active est apparue à ce moment-là comme une solution alternative, bien qu'il y ait 30% par exemple, des cancers qui progressent sous surveillance active. Il y a l'épée de Damoclès qui ont sur la tête des gens qui ont un cancer, les biopsies, le suivi qui est assez lourd et le coût de tout ça. Donc en fait, les thérapies focales sont apparues avec les progressions dont vous avez entendu parler, c'est-à-dire en IRM, en biopsie, et le fait que maintenant on voit le cancer, sont apparus comme une option possible. Donc je vais passer directement à la thérapie focale par photothérapie. Donc en fait, la photothérapie dynamique, elle a besoin de 3 éléments, que sont une drogue photosensibilisante, qui est un dérivé de la chlorophylle, de la lumière, laser, et de l'oxygène, qui est celui qui est dans le sang déjà. Donc, aucun de ces éléments n'est toxique en lui-même. Donc comment ça fonctionne? Donc là, vous avez une coupe de prostate avec de la tumeur dedans, vous avez un vaisseau, et en fait, la lumière laser va activer le photosensibilisant qui va créer des radicaux libres, ce qui va créer une réaction endothéliale qui va thromboser le vaisseau et qui va entraîner une nécrose donc, du tissu. Donc vous voyez qu'en fait, l'objectif de cette technique est uniquement de thromboser les vaisseaux et donc d'affamer le tissu et la tumeur qui se trouve dedans. Donc en pratique, bon, c'est des images qu'on a utilisées souvent, mais donc vous voyez là, après avoir injecté le produit, on va avoir, donc là vous avez, c'est sur une oreille de souris, vous voyez un petit vaisseau et un vaisseau un peu plus large, et vous voyez qu'avec l'illumination, au fur et à mesure du temps, alors le petit vaisseau à 9 minutes, il est quasiment thrombosé, et le gros vaisseau à 12 minutes, il est également quasiment thrombosé, sachant que nous on illumine pendant 22 minutes et 15 secondes. Donc la technique se fait sous anesthésie générale. Évidemment, on est très loin des chirurgies lourdes, puisque c'est de la mini-invasive. On va juste planter des aiguilles à travers le périnée. Le patient est en position de la taille. Il y a une sonde vésicale qui peut être retirée quelques heures plus tard. Il faut recouvrir le patient une fois que le produit photosensibilisant a été injecté. Et il reste recouvert pendant 6 heures. Les instruments que nous utilisons sont exactement les mêmes que ceux de la curithérapie prostatique. On va utiliser également des fibres. On va utiliser des fibres optiques qu'on va mettre dans des aiguilles qu'on aura plantées dans le périnée. De la sorte, en fait, c'est un peu comme un jeu de bataille navale. Et vous allez mettre vos aiguilles exactement à l'endroit où se trouve la lésion. Donc, par exemple, ici, vous avez votre grille, comme vous pouvez le voir. Vous avez mis les aiguilles de manière assez simple, en fait, et en supposant que la lésion soit à cet endroit-là, donc vous allez nécroser la lésion à cet endroit-là. Donc comment ça fonctionne en pratique? Donc, vous avez votre aiguille vos aiguilles qui sont en place, vous allez injecter le produit pendant 10 minutes, et puis ensuite vous allez illuminer pendant 22 minutes et 15 secondes. Et si vous voulez, la synergie entre la lumière et le photosensibilisant va créer une nécrose plus importante que la lumière seule.
Donc imaginez que vous ayez mis ces 3 fibres à cet endroit-là, bon, bien sûr c'est un modèle théorique, eh bien, vous allez obtenir une nécrose qui va être relativement précise, puisque chaque centimètre de fibre introduite va créer 1 cm3 de nécrose. Donc en fait, je ne vais pas comparer avec les autres techniques que sont l'IFU et la cryothérapie, mais il faut savoir que la photothérapie permet d'avoir une nécrose particulièrement précise. Je vais vous donner les résultats des phases, donc des phases 2 d'abord, et puis je vous parler un petit peu de la phase 3. Donc les phases 2, il y en a eu 3. 2 en Europe et 1 aux États-Unis. La 200 et la 203 ont été faites en Europe et la 202 a été faite aux États-Unis. Actuellement, on est en train de faire une phase 3 européenne avec 55 centres, j'en parlerai juste après. Cette phase-là, la phase d'inclusion, est terminée. Et puis, il y a une phase sud-américaine qui est en cours avec 80 patients que nous sommes en train de faire. Il y a 2 semaines, on était au Panama justement pour traiter des patients. Et puis, dans 2 semaines, on retourne au Pérou donc, pour faire ces 80 patients. Donc ça, c'est dans le cadre des phases 2. Vous voyez qu'il y a plusieurs centres qui ont été impliqués, que sont le Memorial Sloan Kettering avec Scardino. L'équipe de Scardino est très impliquée dans l'évaluation de la photothérapie. La New York University avec le Port, UCLA. Ensuite, il y a eu bien sûr des centres anglais, puisque c'est Mark Amberton le premier à avoir fait une photothérapie en Europe. Et il y a les centres français. Alors, il y a Arnaud Villers, qui a été le premier à faire une photothérapie en France. Il y a Angers, bien sûr, l'IMM, il y a d'autres centres dont je vous parlerai ultérieurement. Donc les critères d'inclusion sont ceux de la thérapie, sont ceux des bas risques de cancer de la prostate, c'est-à-dire score de Gleason 6 maximum, PSA inférieur à 10, et c'était des T2C. T2B, pardon, excusez-moi. Alors, il y avait un paramètre qui était important quand on faisait une photothérapie, c'est ce qu'on appelle le LDI. Alors c'était un paramètre extrêmement simple, tout comme la technique d'ailleurs. La photothérapie a comme avantage d'être une technique extrêmement simple. Et donc le LDI est un paramètre simple. En fait, le LDI correspond à la longueur de fibre qui est introduite dans la prostate par rapport au volume cible. Si vous avez par exemple 20 cm3 à traiter, il faut que vous mettiez 20 cm de fibres au total en additionnant toutes les fibres. Par exemple, là, il y a 9 fibres sur cette photothérapie. Vous arrivez à un LDI de 20 sur 20, c'est-à-dire un LDI de 1. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on faisait des photothérapies, si le LDI était inférieur à 1, le pourcentage de nécrose par rapport au volume cible était globalement de 60%, alors que lorsque le LDI était supérieur à 1, vous aviez un pourcentage de nécrose de 95%. Globalement, vous nécrosiez tout ce que vous aviez ciblé. Donc il est important d'avoir ce paramètre optimal de traitement. Donc les autres paramètres optimaux, je vous les passer très rapidement, c'est 4 mg par kilo de produit et 200 joules par centimètre. Et on s'est aperçu également que les traitements par hémiablation permettaient d'obtenir des meilleurs résultats. Ici, vous avez le résultat des biopsies négatives à 6 mois dans l'étude PCM 203, où vous avez 83% de biopsies négatives. Et vous voyez que quand vous traitez de manière bilatérale, en fait, le taux de biopsie descend à 70%. Voilà, globalement. Et lorsque vous utilisiez, par exemple, 6 mg kg, vous descendiez à 60% également. Donc vraiment, il faut que vous fassiez votre traitement avec ces paramètres optimaux de conditions optimales. Ici, on peut voir que sur l'étude 201, 202, 203, alors surtout la 201 et la 203, on avait donc des biopsies négatives de l'ordre de 87% là, 81% là et 73% aux États-Unis, où le traitement a été fait de manière un peu plus, j'allais dire, timorée. Mais globalement, on arrivait à un taux de biopsie négative de l'ordre de 80% sur cette étude-là. En termes d'effets secondaires, puisque c'est quand même tout le problème du traitement du cancer de la prostate avec les surtraitements, ce qu'on voit, c'est que lorsque on traite par photothérapie, concernant l'UEF5, c'est-à-dire le score qui permet d'évaluer les érections, on avait une perte de 4 points à 6 mois de traitement. Et pour ce qui est de l'IPSS, on voit qu'on a globalement 2 points de perte d'IPSS. Ça veut dire que les patients urinent un petit peu mieux après qu'avant traitement. Donc il n'y a pas de problème urinaire après une photothérapie sur cette étude. Pour ce qui est de la tolérance, plus généralement, donc on n'a pas eu de fistule rectale, il n'y avait pas de problème d'incontinence dans les phases 2, pas de complications de photosensibilité à partir du moment où les règles étaient respectées, c'est-à-dire rester à l'abri de la lumière pendant 6 heures, pas de problème de toxicité cardiovasculaire ou hépatique. Les effets secondaires les plus fréquents étaient bien évidemment des signes fonctionnels urinaires, des dysuries et hématuries, liés simplement à la prostatite physique causée par le traitement. Et bien évidemment, ces effets secondaires disparaissaient assez rapidement et sans séquelles en quelques jours.
Donc ce qu'on pouvait dire sur les phases 2, c'est que la preuve de concept avait été faite, qu'il y avait une bonne tolérance du traitement et du produit, qu'il y avait un impact limité sur la qualité de vie. La procédure, et c'est ça qui est important, surtout après, je dirais, le traumatisme, qui a pu être la célioscopie en prostatectomie radicale. Les gens qui faisaient de l'ouvert se sont retrouvés à faire de la célio, mais c'était très difficile. Là, on est dans une démarche totalement inverse, c'est-à-dire qu'on est face à une technique qui est extrêmement simple. La procédure dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Il n'y a pas besoin de personnel supplémentaire. Il faut le laser, il faut les fibres, le produit et rien d'autre. Et globalement, la courbe d'apprentissage est de 5 cas pour des gens qui sont habitués à la curithérapie, et de 10 cas pour les gens qui n'ont pas d'expérience de l'abord transpérinéal. Alors pour la phase 3, je vais aller un peu plus vite maintenant. Donc la phase 3, c'est la phase 3 européenne. Donc c'est une phase multicentrique, randomisée, dans 55 centres européens, pas 56, pardon, 11 pays. L'inclusion de 400 patients randomisés, 200 patients en photothérapie, 200 patients en surveillance active, 24 mois de suivi avec des biopsies à 12 et 24 mois. Donc l'objectif principal était d'évaluer les taux de biopsie négatives après traitement en comparaison à la surveillance active. Et le co-objectif B était d'évaluer le taux de progression dans les 2 bras. Alors dans les objectifs secondaires, celui qui est important en fait, et c'est ça qui est un peu le cœur de l'étude également, c'est le taux de recours aux traitements radicaux. Parce que l'objectif de la thérapie focale, c'est bien d'éviter aux patients d'avoir un traitement radical et les effets secondaires qui vont avec. Donc dans les critères d'inclusion, bon, vous voyez, hein, c'est des bas risques, T2A, absence de grade de Gleason 4 ou 5, c'est des biopsies inférieures à 5 mm avec 3 biopsies maximum positives, PSA inférieur à 10, il fallait faire entre 10 et 24 biopsies pour l'inclusion, une prostate entre 25 et 70 cc parce que les phases 2 nous ont montré qu'il ne fallait pas traiter les prostates trop grosses, on a fait les prostates de 100 ou 110 grammes et c'était long. Donc les critères de jugement, c'est donc l'absence de biopsie positive, et puis le critère de jugement B, c'est la progression du cancer qui est défini comme au moins 4 biopsies positives, la présence d'un score de Gleason 4 ou 5, et longueur de cancer de plus de 5 mm sur les biopsies, avec un PSA éventuellement supérieur à 10 sur 3, dosage consécutif. Bon, ça c'est pour la qualité de vie en général, donc IEF15 pour la fonction érectile, IPSS pour les troubles urinaires du bas appareil, et pour la qualité de vie en général, c'est le Q5D qu'on a utilisé. Donc voilà les différents centres. Alors pourquoi cette diapo? Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de centres français. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la photothérapie est une technique française et que nous sommes leaders mondiaux dans ce domaine et il serait bon qu'on le reste si possible. Ça c'est pour l'autre partie de l'Europe. Vous voyez, les Allemands arrivent quand même un peu en force. Ceci étant, donc l'inclusion s'est faite. Alors il y a eu 6 mois de problèmes, enfin pas de problèmes administratifs, mais de lenteur administrative qui ont empêché une inclusion rapide. Et puis après, vous voyez qu'en 18 mois, les inclusions ont été totalement réalisées, ce qui est 18 mois pour la phase d'accélération, ce qui n'est pas trop mal pour un protocole de chirurgie. Et voilà, c'est ce que je vous disais, la France, sur cette étude-là, a inclus 201 patients. L'Allemagne reste quand même loin derrière, bien qu'il y avait Munich et Hambourg qui étaient assez actifs, mais on a quand même inclus la moitié de l'étude en France. Alors là, pareil, je vais vous parler, comme c'est la phase 3 et qu'on a un résultat préliminaire, je ne peux pas vous donner des résultats sur l'efficacité du traitement, mais par contre, je peux vous en donner sur la tolérance. Et donc là, toujours les mêmes effets secondaires, c'est-à-dire hématurie, dysurie, etc. Pas de fistule recto-urétrale. Un patient qui a eu une incontinence, c'est un patient qui a eu une RTUP dans ses antécédents chirurgicaux. Et ce patient-là, effectivement, depuis qu'on a traité ce patient-là, on a considéré que la RTUP était un critère d'exclusion de la photothérapie, donc il n'y a plus de patients traités suite à une RTUP. Un impact limité sur la fonction érectile, je vais vous montrer ça juste après. Pas de complications cutanées, pareil pour la toxicité cardiaque et hépatique, il n'y en avait pas. Donc voilà, vous voyez, en termes de... Ça, c'est le résultat à 12 mois. Vous voyez que pour le score IPSS, on a une augmentation donc, liée à la prostatite physique dans les 2 à 3 semaines suivant le traitement. Et puis après, on retourne un petit peu en dessous de la baseline, c'est-à-dire on était globalement à 7, on se retrouve à 6. Et puis vous voyez, ça remonte un peu entre le 9e et le 12e mois. Et cette remontée, en fait, est liée au retraitement. Il y a des patients qui ont été retraités, donc qui repartent également avec une augmentation d'IPSS. Donc on peut s'attendre à... Et pour ce qui est des troubles, et pour ce qui est de la fonction érectile, vous pouvez voir là également que après les premiers traitements
forcément, on a une prostatitique, donc on a des troubles de la fonction érectile. Et ces troubles, ensuite, on va remonter au 9e mois à peu près à la baseline, c'est-à-dire à peu près à 20. Et entre le 9e et le 12e mois, rechute du score UF15 parce qu'on a eu des retraitements, donc on a de nouveau une baisse. Les événements indésirables graves, globalement 5% de rétention aiguë d'urine, 1,5% d'hématurie, à peu près 1 à 2% d'infection urinaire. Donc l'incontinence, on en a déjà parlé. Il y a eu une sténose, effectivement, à 6 mois, mais c'est une sténose qui était liée à la cathétérisation en pré-traitement, c'est-à-dire c'est une sténose de l'urètre bulbaire, qui est a priori pas liée à la technique. Donc en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que la photothérapie, c'est une technique qui est en évaluation. Nous sommes en train de faire la première étude de phase 3 randomisée contrôlée pour des thérapies focales, avec une excellente participation sur l'ensemble de l'Europe, puisqu'on a 55 centres qui ont participé dans 11 pays différents. Les inclusions ont été relativement rapides, et ce qu'on peut dire, c'est que le traitement sur les phases 2 et sur les résultats préliminaires de phase 3 est relativement bien toléré. On attend bien sûr les résultats de l'efficacité. Je vous remercie. Merci sur cette mise au point sur cette thérapie focale avec un processus de thérapeutique assez original, puisque c'est un processus vasculaire, j'allais dire d'étranglement vasculaire finalement. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, Bertrand. Bravo Ramen pour cette présentation. Il n'y a pas de complications locales. Mais est-ce que quand il y a des lésions prostatiques, même limitées, mais très périphériques, comme c'est souvent le cas dans le cancer de prostate, est-ce que ce n'est pas un critère d'exclusion? Parce que c'est une nécrose, et le traitement peut-il entraîner, si la lésion est très périphérique, une nécrose par exemple rectale? Est-ce qu'il n'y a pas eu des sélections de malades qui ne traitaient que des patients avec des petites lésions très centrales? Quand vous parlez de périphérique, vous parlez d'intracapsulaire? Non, de zone périphérique. Oui, mais restant intracapsulaire a priori. Non, le fait est qu'en fait, il faudrait qu'on étudie ça, si vous voulez. Mais comme on cible les vaisseaux, en fait, on a une nécrose qui est anatomique, donc qui va aller effectivement jusqu'au ras de la capsule. Et j'ai pas amené de coupe ici, mais par exemple, quand on prend des coupes coronales, on voit très bien, ou même sagittale, d'IRM, on voit très bien la nécrose au 7e jour. On voit très bien une nécrose qui est totalement, qui dessine complètement l'apex de manière anatomique. Pourquoi? Parce qu'on cible les vaisseaux. Donc là, on a une nécrose qui est... Autre question? Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramen.